Bonjour, ceci est la troisième vidéo concernant le deuxième chapitre plutôt, l'incorporation des charges et des produits en CAG. Alors si je reprends vite fait ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc dans la vidéo précédente on a défini quelques concepts de base de la CAG. Nous avons donné quelques formules pour le calcul des coûts, le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient, etc. On a vu un peu aussi la classification des coûts, les coûts partiels, ce qui est coût complet, coût partiel, coût direct, indirect, charge, coût fixe, variable, etc. Et on a fini par voir le réseau des coûts, c'est-à-dire comment se dessine le processus de transformation d'une entreprise et quelles sont les différentes étapes de calcul de coûts. Alors, comme conclusion de ce chapitre-là, donc, nous allons voir que le comptable, avant de calculer ces coûts-là, qui sont en fait quoi les coûts? Ce sont des sommes de charges qu'il va prendre de la comptabilité financière. Et on a dit que ces charges sont classées par nature. Donc, le comptable de la comptabilité analytique, il va reprendre ces charges et il va les reclasser par destination pour pouvoir calculer ces coûts. Sauf que il y a des retraitements à faire avant de procéder à ce reclassement par destination. Bien sûr, quels sont ces retraitements? Il y a trois types de retraitements. Premier type, c'est qu'il y a des charges qui figurent en comptabilité financière et qui ne vont pas être retenues par la comptabilité analytique. C'est-à-dire, on va les éliminer. C'est des charges qui se sont réellement réalisées, ce sont des charges réelles, puisque la comptabilité financière est un reflet de la réalité. C'est l'une des qualités de la comptabilité financière, c'est l'image fidèle. Donc normalement, ces charges qui sont enregistrées en comptabilité financière, ce sont des charges qui se sont réalisées réellement dans l'entreprise. Sauf qu'en comptabilité analytique, nous n'allons pas prendre ces charges-là, on va les éliminer pour ne pas induire le dirigeant en erreur. En effet, parfois, si on ne prend pas quelque chose qui s'est passé réellement, on prend une bonne décision. Ces charges-là sont appelées les charges non incorporables. Alors, c'est-à-dire maintenant les charges non incorporables, ce sont les charges que je ne vais pas prendre de la comptabilité financière. Il y a aussi un deuxième traitement qui s'appelle les charges de substitution, c'est-à-dire ce sont des charges qui existent en comptabilité financière que je vais reprendre en comptabilité analytique, sauf que je vais changer le montant. On appelle ça les charges d'usage ou de substitution. Et enfin, il y a des charges qui n'existent pas en comptabilité financière et qui n'existent pas réellement et que je vais donc ajouter ces charges-là à la comptabilité analytique. On appelle ça les charges supplétives. Donc, pourquoi on va éliminer des charges qui existent réellement? Pourquoi nous allons modifier le montant de certaines charges? Pourquoi il y a des charges qui n'existent pas réellement et pourtant je vais tenir compte de ces charges dans ma comptabilité analytique? C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Ce chapitre intitulé l'incorporation des charges et des produits en CAG classifie les charges donc, de cette manière-là. Donc on a un graphique. Si je reprends donc le graphique, ça c'est les charges de la comptabilité financière. Donc charge CF. On va éliminer de ces charges une partie qui s'appelle charge non incorporable. Ce qui reste, ce sont les charges incorporables. Et nous allons ajouter une partie qui s'appelle charge supplétive. Alors ça, on appelle ça les charges incorporées.
Voilà. Donc, je répète, le montant des charges de la comptabilité financière. On enlève les charges non incorporables, on ne laisse que les charges incorporables, on ajoute à ces charges incorporables les charges supplétives, on obtient les charges incorporées. Et ces charges incorporées vont être donc classées en charges directes et charges indirectes. Ensuite, nous allons calculer les coûts, coûts d'achat, coûts de production, etc. Alors, si on commence donc par définir chaque type de charge, alors on va voir en premier lieu les charges donc non incorporables et les charges incorporables. Alors ici, il faut les apprendre. Donc, quelles sont les charges non incorporables? C'est-à-dire les charges que je vais éliminer de la comptabilité analytique. C'est-à-dire ce sont des charges qui existent réellement, qui sont enregistrées en comptabilité financière, mais on ne va pas tenir compte de ces charges-là en comptabilité analytique. On appelle ça les charges non incorporables. Alors, c'est quoi les charges non incorporables? D'après le Polycope, ce sont des charges à caractère exceptionnel ou qui ne relèvent pas de l'exploitation normale et courante. C'est-à-dire, on a deux types ici de charges, c'est-à-dire des charges ce sont des charges qui ne relèvent pas de l'exploitation normale. On va appeler ça des charges anormales. Donc, premier type, alors si premier type, ce sont des charges anormales, c'est-à-dire des charges anormales, c'est-à-dire des charges qui ne sont pas en liaison avec l'exploitation, avec la production. Alors, on va prendre quelques exemples de charges anormales et aussi qui ne sont pas courantes et qui constituent en quelque sorte des consommations n'ayant pas contribué à la production. Voilà, c'est exactement la définition. Ce sont des charges qui ne contribuent pas directement à la production. Il existe, ils sont consommés par l'entreprise, mais ils n'ont pas directement une liaison avec la production. Quand je dis salaire, ça a une relation directe avec la production. Quand je dis consommation de matières premières, quand je dis électricité, quand je dis transport, etc., toutes ces charges, ils ont un lien direct avec la production. Mais si je dis prime d'assurance vie du dirigeant, c'est-à-dire que ici, l'entreprise elle est en train de payer chaque année une prime d'assurance sur la vie du dirigeant. Quand je dis aussi dotation aux amortissements des frais préliminaires. Bon, ça c'est un truc un peu compliqué que nous allons expliquer en classe, mais vous devez l'apprendre. Donc ces deux charges-là sont des charges qui n'ont pas une relation directe avec la production de l'entreprise, mais qui existent réellement et qui sont enregistrées en comptabilité financière. Ces charges-là sont à éliminer en comptabilité analytique. Maintenant, nous allons voir des charges qui ont une relation directe avec la production, sauf que ce sont des charges qui ont un caractère inhabituel. C'est-à-dire, alors, ce sont des charges inhabituelles. Exemple de charge inhabituelle. Alors, on a les charges exceptionnelles. Alors, exceptionnelles, c'est-à-dire, ce sont des charges qui n'arrivent pas tout le temps, qui ne sont pas tout le temps consommées. Alors, exemple, par exemple, perte consécutive, un incendie ou un vol. C'est clair, donc il y a eu un incendie dans l'usine ou un vol et on a perdu un stock, une quantité du stock. Une pénalité,
une pénalité suite à un radar, suite à un retard de paiement, etc. Perte sur créance irrécouvrable. Lorsque l'un de nos clients est en faillite et il n'a pas payé sa créance, donc on a perdu cette créance-là, ça s'appelle perte sur créance irrécouvrable. Charge nette sur cession d'immobilisation. Alors ici, par exemple, si j'ai acheté une machine à 100 000 dinars, qui vit 10 ans, durée de vie 10 ans, ça fait 3 ans que je la possède, donc j'ai fait des amortissements de 30 000 dinars. Donc sa valeur comptable nette est de 70 000 dinars. Alors si je la vends, prix de vente à 60 000 dinars, c'est que j'ai fait une perte de 10 000 dinars. Alors on appelle ça charge nette sur cession d'immobilisation. Alors toutes ces charges, il y a aussi la perte de change. Exemple, je prends un exemple, perte de change. Alors j'ai un client étranger à qui j'ai vendu mon produit à crédit pour une créance de 10 000 euros. C'est-à-dire, ce client me doit 10 000 euros. Et on s'est mis d'accord qu'il va me payer dans 3 mois. Alors, dans mon bilan, dans ma comptabilité, je vais mettre en dinars. Alors, le taux de change maintenant, il est de 3. Donc, je vais mettre client, il me doit 30 000 dinars. Alors, après 3 mois, le client, il a payé, il va payer toujours 10 000 euros. Mais sauf que à ce moment-là, le taux de change, il a baissé, il est de l'ordre de 2,8. Donc, je vais encaisser réellement 28 000 dinars. Alors, j'ai enregistré 30 000 dinars, sauf que au moment de l'encaissement, j'ai encaissé 10 000 euros que j'ai changé, que j'ai transformé en dinars. Ça m'a donné 28 000 dinars. Ici, nous avons perdu 2 000 dinars. Ceci s'appelle perte de change. Alors, toutes ces pertes, toutes ces charges ont un caractère exceptionnel. Ça n'arrive pas tout le temps. Je répète, exemple, ce qui est perte suite à un incendie ou à un vol, des pénalités, perte sur créance irrécouvrable lorsque les clients ne payent plus sa créance, charge nette sur cession d'immobilisation, cet exemple-là, ou bien une perte de change, cet exemple-là. Toutes ces charges sont des charges exceptionnelles, c'est-à-dire qui ont un caractère inhabituel. Ça n'arrive pas tout le temps. Alors, toutes ces charges-là sont à éliminer de la comptabilité analytique. On ne tient pas compte de ces charges-là. Deuxième type de charges inhabituelles, ce sont les charges à caractère probable. Donc, plus ici. Des charges à caractère probable. Alors, ces charges-là, c'est généralement les dotations, on appelle ça les dotations aux provisions. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais généralement en comptabilité, il y a un principe qui s'appelle le principe de prudence, c'est-à-dire si j'ai des éléments qui vont me permettre de prévoir une charge, cette charge, elle n'est pas encore certaine, elle est probable, il se peut qu'elle arrive, mais il se peut qu'elle n'arrive pas. Donc, je vais constater cette charge dès maintenant, à travers ce qu'on appelle les comptes des dotations aux provisions. C'est-à-dire, par exemple, on appelle ça les provisions pour risques et charges, par exemple. Si, par exemple, des garanties. Si je donne des garanties dans mon service après-vente à mes clients et que généralement, il y a 2% de mes ventes qui retournent avec un défaut. Donc, je peux dire que cette année, je m'attends à 2% de perte. Même si cette perte n'est pas encore réalisée, je la constate à travers des dotations aux provisions. Un autre exemple, par exemple, si j'ai
il y a quelqu'un qui n'est pas encore payé, j'ai un conflit, un litige contre un client ou contre un fournisseur, et qu'il se peut que je paye une pénalité. Alors, cette pénalité, elle n'est pas encore définitive, le jugement, il n'est pas encore donné, mais normalement, si je perds, je dois payer 3000 dinars, par exemple. Alors, les 3000 dinars, ni le montant, il est sûr, ni le fait que je vais payer ce montant-là est sûr. C'est-à-dire que c'est encore probable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois constater cette perte dès maintenant à travers les comptes de dotation ou provision. Alors, j'espère que vous avez compris un peu le principe. Alors, techniquement, comment ça se passe? Ce n'est pas un problème. C'est juste, le mot dotation ou provision, ce sont des charges que j'ai constatées maintenant et qui concernent un risque futur. C'est-à-dire, c'est un risque. J'ai des données maintenant, des informations qui m'indiquent que peut-être je vais perdre ou je vais consommer une certaine charge. Je vais payer un montant. C'est probable, mais le principe de prudence en comptabilité dit que je dois constater cette charge-là avant même qu'elle ne se réalise. Donc, ces charges-là, ils ont un caractère probable. Voilà, ces charges-là sont aussi à éliminer de la comptabilité analytique. Donc, je répète. Avant de passer, troisième charge à éliminer, alors là, c'est un tiré, ce sont les charges d'exploitation afférentes à une période antérieure. Si par exemple la période analysée est le mois d'avril, les salaires des mois précédents qui figurent encore dans le compte charges de personnel ne peuvent être retenus dans le calcul. Alors ici par exemple, si je suis au mois d'avril, j'ai besoin donc des salaires du mois d'avril. Alors je vais voir dans la comptabilité financière le panier, c'est-à-dire le compte 64, le montant qu'il y a dans le compte 64. Alors le montant que vous allez trouver dans le compte 64, ça concerne les salaires de tous les mois précédents. Donc, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Mais nous, puisque la comptabilité analytique, elle est mensuelle, on a besoin que des salaires du mois d'avril. Donc, à éliminer tous les salaires du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Sont à éliminer dans notre analyse parce que nous sommes au mois d'avril et on n'a besoin que des salaires du mois d'avril. Donc, les salaires de janvier jusqu'à mars sont des charges non incorporables à éliminer. Et dernière charge à éliminer, c'est l'impôt sur le bénéfice. Voilà, l'impôt sur le bénéfice et à éliminer des charges de la comptabilité analytique. Donc, je répète, quelles sont les charges non incorporables en comptabilité analytique? Quelles sont les charges que je vais éliminer, qui existent réellement, qui sont enregistrées en comptabilité financière et que je ne vais pas reprendre en comptabilité analytique? Premier type de charge, ce sont les charges anormales. C'est-à-dire, c'est des charges qui arrivent chaque année, elles sont courantes, sauf qu'elles n'ont pas une relation directe avec la production. Comme on l'a dit, la prime d'assurance sur la vie du dirigeant. Deuxième type de charge, ce sont les charges exceptionnelles ou inhabituelles. C'est-à-dire, ce sont des charges qui ont une relation directe avec la production, avec l'exploitation, sauf que c'est des charges qui n'arrivent pas tout le temps. C'est des charges qu'on ne consomme pas tout le temps. Alors, exemple, les charges exceptionnelles, et on a pris des exemples, et les charges probables, c'est-à-dire les provisions. Troisième type, c'est les charges qui concernent les mois précédents, sont aussi à éliminer. Donc, les charges qui concernent les mois précédents. Et enfin, l'impôt sur les bénéfices. Je répète, les charges à éliminer, les charges non incorporables, c'est les charges anormales qui n'ont pas de relation avec la production et l'exploitation, mais qui arrivent tout le temps.
comme la prime d'assurance vie du dirigeant. Deuxième type, les charges inhabituelles. Ce sont des charges qui ont une relation avec la production, sauf que ce sont des charges qui ne sont pas consommées tous les ans. Donc, dans ces charges inhabituelles, il y a les charges exceptionnelles, comme la perte sur créances irrécouvrables, comme les charges nettes sur cession d'immobilisation, comme la perte de change, comme les pertes suite à des incendies, comme les indemnités, etc. Et aussi, il y a les pertes probables, c'est-à-dire les provisions, les dotations aux provisions. Troisième type, les charges qui concernent les mois précédents, à éliminer aussi, et l'impôt sur les bénéfices. Voilà, ça, ce sont les charges à apprendre, qui sont les charges non incorporables, c'est-à-dire les charges à ne pas prendre en considération en comptabilité analytique. Dans notre graphique, c'est-à-dire si ça, c'est les charges de la comptabilité financière, donc c'est ça les charges non incorporables. Alors, ce qui reste, c'est les charges incorporables. Ensuite, nous allons passer aux charges supplétives. Alors, c'est quoi les charges supplétives? Alors, les charges supplétives, ce sont des charges que je vais rajouter à la comptabilité analytique, alors que réellement, ils n'existent pas et ils ne sont pas enregistrés en comptabilité financière. Alors, pourquoi je vais rajouter des charges qui n'existent pas réellement? Eh bien, pour permettre la comparabilité dans l'espace, c'est-à-dire pour pouvoir comparer deux produits ou deux entreprises filiales d'une même société mère, il faut les mettre sur le même pied d'égalité. Parce que ces deux entreprises, ils peuvent présenter des différences dans le mode de financement ou des différences sur le plan juridique et fiscal. Alors, nous avons deux charges supplétives. Alors, la première, ça s'appelle la rémunération théorique des capitaux propres. Alors, je vais prendre un petit exemple, comme ça on va comprendre, c'est-à-dire la rémunération théorique des capitaux propres. Alors, si je prends une entreprise, une société mère qui a deux filiales, alors on va prendre une entreprise A et une entreprise B. Alors, l'objectif, c'est de calculer le résultat analytique de l'entreprise A et le résultat analytique de l'entreprise B et de comparer les deux entreprises. Alors, ici, nous avons la structure financière des deux entreprises. Alors, si je suppose qu'ici, les capitaux propres, on a 100 000 dinars des capitaux propres. Ici, on a 0. Et les emprunts, ici, on a 0. Et ici, on a 100 000. Alors, si je calcule mes coûts, mon coût de revient, alors je trouve par exemple ici 80 000 dinars, mon coût de revient. Et ici, je trouve par exemple 80 000 dinars. Pareil. Et j'ai calculé le résultat. J'ai trouvé ici 15 000 dinars de résultat et ici 15 000 dinars. A priori, les deux entreprises sont pareilles, puisque les deux entreprises ont réalisé le même coût et le même résultat analytique. Sauf que l'une des entreprises a une meilleure performance que l'autre. Ici, laquelle? Quelle est l'entreprise qui a une meilleure performance que l'autre? Alors, c'est l'entreprise B. Pourquoi l'entreprise B a une meilleure performance que l'autre, alors que, en calculant le résultat analytique, les deux donc, ont affiché la même performance? Alors, l'entreprise B, elle a 100 000 dinars d'emprunt. Malgré qu'elle est en train de payer des intérêts, elle a réalisé le même résultat. C'est-à-dire, normalement, ici, par exemple, si je suppose qu'on a un intérêt de, je ne sais pas, de 9 000 dinars, 9% par exemple, c'est-à-dire que les 80 000 ici, c'est 71 000 des coûts et 9 000, c'est des intérêts. Ce n'est pas des impôts, c'est des intérêts. Donc ici, si l'entreprise A était endettée comme l'entreprise
B. Normalement, elle aurait payé comme elle les 9 000 ici. Normalement, son coût, c'est 89 000. Et son résultat, normalement, c'est 4 000. Là, c'est 6 000 plutôt. Donc, s'ils avaient le même mode de financement, c'est-à-dire si l'entreprise A, elle était endettée comme l'entreprise B, elle aurait dû payer des intérêts de 9 000. Son coût serait donc de 89 000 et son résultat serait de 6 000. Comme ça, en les comparant, on va dire que l'entreprise B a une meilleure performance que l'entreprise A. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que il faut tout simplement multiplier les capitaux propres par un taux d'intérêt. Et rajouter ça au coût de 9 000 dinars. Alors, le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt moyen, par exemple, d'endettement normal, etc. Donc, si je reprends le même exemple d'une autre manière, alors ici, si j'ai les deux entreprises, donc A et entreprise B, si là les capitaux propres, alors je vais dire ici 80 000, ici 20 000, et les emprunts, ici 20 000, et ici 80 000. Alors comment on va mettre les deux entreprises sur le même pied d'égalité? On ajoute au coût de la première, alors 80 000 fois le taux d'intérêt, et on ajoute au coût de la deuxième 20 000 fois le taux d'intérêt. Donc là, comme vous voyez, pour calculer cette charge supplémentaire que je vais ajouter au coût des deux entreprises, je multiplie le taux d'intérêt fois les capitaux propres. Comme ça, les deux entreprises, on suppose que les deux entreprises sont endettées. La première, elle est déjà endettée de 20 000, et je suppose que le montant des capitaux propres, c'est des dettes, donc comme si elle est endettée de 100 000, et l'entreprise B, elle est déjà endettée de 80 000, et je suppose que les 20 000 ici, ce sont des dettes, donc je rajoute au coût l'intérêt de ces 20 000, donc comme si elle est endettée de 100 000. Donc ici, on a considéré que l'entreprise A, elle est endettée de 100 000, et l'entreprise B, elle a des dettes aussi de 100 000. Comme ça, donc, comme ça, on a mis au même pied d'égalité les deux entreprises. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faut faire pour chaque entreprise, c'est qu'on prend les capitaux propres, on multiplie le montant des capitaux propres par un taux conventionnel, et ce qu'on trouve s'appelle une charge supplétive qu'on rajoute au coût. Bien sûr, la charge supplétive ici, c'est une charge indirecte. Ce n'est pas une charge directe, ça concerne toute l'entreprise. Donc, à chaque fois qu'on a des capitaux propres, il faut multiplier ces capitaux propres par le taux conventionnel et rajouter ce qu'on trouve au montant des charges indirectes. Bien sûr, ce qu'on trouve, il faut le diviser par 12 parce que ça c'est un taux annuel. Mais nous, on a besoin d'une charge mensuelle puisque la comptabilité analytique, elle est mensuelle, donc on divise par 12. J'espère que c'est clair. Je répète une dernière fois. C'est quoi la charge supplétive, rémunération théorique des capitaux propres? Tout simplement, pour toutes les entreprises, on suppose que les capitaux propres, ce sont des dettes. C'est un emprunt. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le montant des capitaux propres, on suppose toujours que les capitaux propres, c'est des dettes. Et qu'est-ce que je fais? Je multiplie le montant des capitaux propres par le taux d'intérêt, je divise par 12, et je rajoute cette charge-là au coût, comme si l'entreprise est donc totalement endettée. Comme ça, je suppose que toutes les entreprises sont endettées, et je peux comme ça comparer les entreprises, les résultats analytiques de ces entreprises. C'est-à-dire, je suppose que tout le monde paye une charge d'intérêt, la même charge d'intérêt. C'est clair? Voilà. Donc, si je reprends l'exemple dans le cours,
Alors, nous avons une entreprise qui a des capitaux propres de 200 000 dinars. Et généralement, les capitaux empruntés à long terme sont généralement rémunérés au taux de 9%. Alors, comment je vais calculer la charge supplétive? C'est tout simplement les capitaux propres, 200 000 dinars, je multiplie par le taux annuel, ce qui est 0,09. Alors, ce que je retrouve, je le divise par 12. Comme ça, je trouve 1500 dinars par mois. C'est-à-dire, je dois ajouter à mes coûts 1500, à mes charges 1500 dinars. On appelle ça charge supplétive. Alors, je passe au deuxième type de charge supplétive, c'est la rémunération du travail de l'exploitant de l'entreprise individuelle. Alors, il s'agit de quoi? Normalement, si vous avez eu deux entreprises, par exemple, une entreprise individuelle et une société, que vous allez comparer donc les résultats analytiques. Alors, si je suppose par exemple qu'ils ont réalisé le même coût de revient, alors comme tout à l'heure, 80 000, et ils ont réalisé le même résultat analytique, alors je suppose 20 000. Alors, normalement, ces deux entreprises ont la même performance, puisqu'ils ont réalisé le même coût et le même résultat analytique. Sauf que l'une de ces entreprises a une meilleure performance que l'autre. Et si on fait le calcul de cette manière-là, ça peut nous induire en erreur. Alors pourquoi? Parce que dans les entreprises individuelles, la structure fiscale et juridique suppose que la rémunération du dirigeant n'est pas comptabilisée. C'est-à-dire le dirigeant, il ne reçoit pas, et je parle du dirigeant propriétaire, c'est-à-dire cette entreprise individuelle, elle est la propriété d'une personne, et cette personne-là, elle est au même temps propriétaire et au même temps dirigeant. Alors dans cette entreprise-là, le salaire du dirigeant, il n'est pas comptabilisé en comptabilité financière. Il ne touche pas un salaire. Okay? Par contre, si dans une société, l'un des associés, il est le PDG, alors on lui paye un salaire. C'est-à-dire, parmi les 80 000 ici, il y a par exemple 15 000 dinars de salaire annuel de PDG. Par contre, dans les 80 000 ici, il n'y a pas de salaire du dirigeant. Ça, c'est la structure fiscale. La fiscalité donc interdit aux dirigeants propriétaires d'une entreprise individuelle de toucher un salaire. Par contre, elle permet aux dirigeants associés dans une société anonyme, par exemple, de toucher un salaire. Donc, l'entreprise individuelle, le dirigeant de cette entreprise individuelle, qui est déjà propriétaire, ne touche pas de salaire. Donc, les 80 000 ici, c'est juste des coûts, sans le salaire du dirigeant. Et pour la société, le dirigeant associé de cette société, il touche un salaire qui est comptabilisé, il y a 15 000. Donc, malgré que la société, elle paye 15 000, elle a réalisé le même coût que l'entreprise individuelle et le même résultat. Donc, normalement, la société ici, elle a une meilleure performance. Alors, comment mettre au même pied d'égalité? On rajoute au coût de celle-là le salaire annuel d'un PDG, d'un dirigeant d'une entreprise de même taille que la nôtre. Donc normalement ici, les coûts, c'est pas 80 000, c'est 95 000. Normalement, réellement, c'est 80 000, mais on va ajouter 15 000 parce qu'on va supposer que nous sommes en train de payer notre dirigeant. Donc, notre coût, c'est 95 000 et notre résultat, normalement, c'est 5 000. Comme ça, on voit que la société elle a une meilleure performance que l'entreprise individuelle. Donc, je récapitule les deux charges supplétives. Bien sûr, ici, le salaire, il est annuel, on doit le diviser par 12 pour trouver la charge supplétive mensuelle. Alors, si je récapitule, les deux charges supplétives. Alors, la première charge supplétive, c'est-à-dire rémunération
des capitaux propres, cela suppose que nous allons considérer les capitaux propres comme des emprunts. Donc, toutes les entreprises sont 100% endettées selon cette méthode, c'est-à-dire que je prends le montant des capitaux propres, je le multiplie par le taux annuel et je divise par 12. Ça, c'est une charge supplétive que je rajoute au coût. Et la rémunération de l'exploitant individuel, alors ça concerne les entreprises individuelles. Alors les entreprises individuelles ne payent pas de salaire de leur dirigeant, de leur propriétaire, du dirigeant propriétaire. On suppose qu'il paye le salaire. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le salaire d'un dirigeant d'une entreprise de même taille. Si c'est par exemple 20 000 le salaire d'un dirigeant d'une entreprise de même taille, et je le divise par 12 si c'est un salaire annuel. Si c'est un salaire mensuel, je ne divise pas par 12. Voilà. Ça, ce sont les deux charges supplétives à ajouter. Alors, je récapitule. On reprend les charges de la comptabilité financière, on élimine les charges non incorporables et on rajoute les charges supplétives pour trouver les charges incorporées. On va prendre un petit exemple, l'exemple, l'application dans le cours, pour mieux comprendre. Alors, je suppose que vous êtes en train de lire l'énoncé. Alors, nous avons des données de la comptabilité financière concernant le mois de décembre. Alors, les charges courantes sont de 242 600, les charges exceptionnelles sont de 5 800, les capitaux propres de cette entreprise, 90 000 dinars, et on a des dotations aux amortissements et aux provisions de l'exercice N qui s'élèvent à 41 400. Ici, les 41 400, ça concerne toute l'année. Mais nous, on a besoin des données concernant le mois de décembre, puisque notre comptabilité analytique, elle est mensuelle. Alors, les différences d'incorporation sont les suivantes. On a une rémunération fictive mensuelle de l'exploitant, 900 dinars. La rémunération des capitaux propres au taux de 8%. Et parmi les charges courantes, on a une prime d'assurance vie, 150 dinars, qui est une charge non incorporable par mois. Et on a un rappel de salaire de 600 dinars afférent à l'exercice précédent. C'est-à-dire c'est une partie des salaires qui concerne l'exercice précédent. Ce sont des charges aussi à éliminer. Parmi les dotations figure aussi une dotation aux provisions de 4200 se rapportant à un litige. C'est-à-dire nous avons un litige et on a peur qu'on va perdre ce litige-là. Si on perd ce litige, on va normalement payer 4200 dinars. C'est pour cela que nous avons constaté une provision. C'est-à-dire nous avons constaté cette charge dès maintenant, 4200 dinars. Ça fait partie des 41 400. C'est-à-dire aussi c'est des charges non incorporables. Alors, comment on va faire? Nous, on a une règle, c'est simple. Pour calculer les charges de la CAG, il faut avoir les charges de la comptabilité financière moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Voilà notre règle à suivre. Alors, on va calculer charge par charge. Bien sûr, les charges de la CAG, ça concerne le mois de décembre. Donc, tout d'abord, on doit prendre les charges de la CF qui concernent le mois de décembre. Alors, charge CF du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord les charges courantes, ça c'est des charges qui concernent le mois de décembre déjà, 242 600. On a les charges exceptionnelles, c'est des charges mensuelles aussi, ça concerne le mois de décembre. Sauf que les 41 400, ce sont des charges annuelles, c'est-à-dire c'est des charges qui concernent toute l'année. Donc, on doit les diviser par 12, plus 41 400, puisque ce sont des amortissements. Et les amortissements, ça concerne toute l'année. Sur, donc, 12. Alors, tout calcul fait, on obtient 251 850. Ça, c'est les charges de la CF du mois de décembre. Alors maintenant, on doit calculer les charges non incorporables. Alors, charges non incorporables de décembre, bien sûr. Charges non incorporables du mois de décembre.
sont les charges non incorporables du mois de décembre? Alors, tout d'abord, nous avons, parmi les charges courantes, parmi les 242 600, une prime d'assurance vie de 150 dinars par mois. Déjà, elle concerne le mois de décembre. Donc, nous avons ici 150 dinars. Ensuite, nous avons un rappel de salaire qui ne concerne pas le mois de décembre à éliminer, c'est-à-dire plus 600. Ensuite, nous avons des provisions pour litige, mais c'est annuel. Les dotations aux amortissements et aux provisions sont annuelles. Donc, on doit prendre que la part qui revient au mois de décembre, c'est-à-dire 4200 ici sur 12. Ensuite, on a des charges exceptionnelles, c'est-à-dire qui concernent le mois de décembre, c'est-à-dire les 5800. Ah, ici on s'est trompé. Hein. Les 5800, oui, c'est vrai. Les 5800, on ne s'est pas trompé, donc ça va. Plus 5800 à éliminer de la comptabilité analytique. Toutes ces charges, donc, ce sont des charges non incorporables concernant le mois de décembre. Le total de ces charges, c'est 6900. Donc, là, on a calculé les charges non incorporables du mois de décembre. Maintenant, on doit calculer les charges supplétives du mois de décembre. Donc, charges supplétives décembre. Alors ici, nous avons deux charges supplétives. La première, c'est la rémunération des capitaux propres. Alors, on a dit que pour calculer la rémunération des capitaux propres, on prend les capitaux propres, les 900 000, les 90 000 plutôt, on multiplie par le taux conventionnel qui est ici 8%. Ça, c'est une charge supplétive annuelle, mais moi j'ai besoin de la charge supplétive de décembre. Je divise par 12. Plus, alors notre entreprise est une entreprise individuelle et le gérant de cette entreprise, c'est lui-même le propriétaire. Donc, on doit rajouter une charge supplétive qui est le salaire de ce dirigeant qui n'est pas payé en fait. Alors, il a dit dans l'énoncé que pour une entreprise de même taille que notre entreprise, le dirigeant, il touche 900 dinars par mois. Alors, plus 900 dinars, c'est déjà par mois. Donc, en tout ici, on obtient des charges supplétives de 1500 dinars. Comme ça, on revient à notre formule. Donc, et on a les charges de la CAG qui sont 251 850 moins 6 900 plus 1500. On obtient donc les charges incorporées, c'est-à-dire les charges de la CAG du mois de décembre, 246 450. Voilà, ça c'est notre première formule. Charge de la CAG mensuelle, c'est les charges de la CF mensuelle moins les charges non incorporables mensuelles plus les charges supplétives mensuelles. Voilà, on passe maintenant aux charges de substitution. Alors, c'est-à-dire les charges de substitution, c'est-à-dire ce sont des charges que je vais reprendre, qui existent en comptabilité financière, qui sont réelles, qui se sont passées réellement, ils sont enregistrés en comptabilité financière et que je vais reprendre en comptabilité analytique, sauf que je vais modifier le montant. Alors, premier type de charge, c'est les consommations de matières premières. Alors, vous vous rappelez dans le chapitre précédent, ce qu'on a appelé le coût d'achat des matières premières consommées. Ou ce qu'on a appelé aussi dans l'IP, c'est le S qui est ici, la sortie. Alors, comment on a évalué cette sortie? On l'a évaluée en multipliant le montant ici, la quantité plutôt, fois donc un certain taux ici, ou coût ici, qui est généralement le coût moyen pondéré, qu'on a calculé ici, pour obtenir vers la fin la valeur des sorties.
c'est l'une des méthodes préconisées par le système comptable tunisien. Donc déjà, il préconise deux méthodes. Soit vous utilisez la méthode du coût moyen pondéré, soit la méthode FIFO. C'est-à-dire que vous faites sortir le stock initial tout d'abord, ensuite l'entrée. Sauf que ça, c'est fiscalement ce que vous devez appliquer comme méthode. Vous devez appliquer l'une de ces méthodes-là, coût moyen pondéré ou FIFO. L'entreprise, elle peut pratiquer ou elle peut utiliser une autre méthode qui correspond plus à la réalité, comme la méthode, par exemple, du coût de remplacement, pour valoriser ses stocks. Et donc, la valeur de la sortie d'ici, c'est-à-dire le coût d'achat des matières premières consommées, la consommation de matières premières sera différente de ce qui est calculé en comptabilité financière. Alors, nous allons prendre un petit exemple pour mieux comprendre c'est quoi le coût de remplacement. En fait, le coût de remplacement, c'est quoi? C'est le coût de la matière première si on l'achète maintenant. Parce que normalement, je vais valoriser cette sortie, si j'utilise par exemple le coût moyen pondéré, c'est une moyenne entre le stock initial et l'entrée. Le stock initial, il a été acquis à un coût, et l'entrée, elle a été acquise aussi à un coût différent. Donc c'est une moyenne entre ces deux coûts-là. Sauf que je peux utiliser un autre coût, c'est le coût actuel. Si maintenant j'achète cette matière première, combien elle va me coûter? C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser le coût que j'ai consommé réellement, mais le coût que j'aurais dû consommer si maintenant j'ai acheté cette matière première. Parce que le stock initial et l'entrée, ça fait un moment que je l'ai acheté et que j'ai dépensé les charges d'achat. Donc, il m'a coûté un coût qui est passé. Le coût de remplacement, c'est maintenant. Alors, par exemple, si par exemple, j'ai consommé ici 5000 kg et j'ai utilisé la méthode du coût moyen pondéré qui est 10. Ça, en comptabilité financière. Donc, le coût moyen pondéré ici, la moyenne entre le stock initial et l'entrée, c'est 10. Et ça m'a donné, donc, vers la fin, 50 000 dinars. Alors, en comptabilité analytique, je vais voir le coût de remplacement. Et j'ai trouvé que maintenant, le coût de remplacement, c'est 8. C'est-à-dire, si maintenant j'achète cette matière première, avec tous les coûts que je vais engager, le coût unitaire serait de 8 dinars, pas de 10 dinars. Ça, c'est ce qu'elle m'a coûté quand je l'ai acheté. Mais si maintenant je l'achète, le kilogramme, il va me coûter 8 dinars. Et quand je dis coûter, c'est-à-dire prix et toutes les charges d'achat. Donc, normalement, je multiplie 5000 fois 8, ça va donner 40 000. Donc, ici, le coût d'achat des matières premières consommées, la consommation de matières premières, j'ai repris cette charge, mais à un montant différent. Au lieu de prendre 50 000 qui est en comptabilité financière, nous, en CAG, on va prendre 40 000. Donc, il y a une différence de 10 000 dinars qui est une charge non incorporable. En fait, c'est une charge que je n'ai pas pris. Donc, ça, c'est la consommation des matières premières. Alors, deuxième charge de substitution, c'est les dotations aux amortissements. Alors, en comptabilité financière, c'est simple, on utilise généralement l'amortissement linéaire. La formule, c'est simple, la dotation aux amortissements, c'est simple, c'est la valeur d'origine sur la durée de vie, N. La valeur d'origine sur la durée de vie. Alors, en comptabilité analytique, on a une deuxième formule, ça s'appelle le coût d'usage. En fait, c'est l'amortissement économique, on appelle ça, hein, l'amortissement économique. Alors, on peut utiliser une autre formule, c'est-à-dire, c'est plus le coût de la valeur d'origine, mais c'est la valeur d'usage qu'on va utiliser sur, pas le nombre d'années fixé, on appelle ça la durée d'usage. Alors, quelle est la différence entre valeur d'usage et valeur d'origine? Alors, généralement, on ne va pas trop rentrer dans les petits détails. La valeur d'usage, c'est la valeur actualisée
de l'immobilisation, la valeur actualisée des cash flows futurs. Alors, c'est un peu compliqué tout ça. Si on suppose que cette immobilisation, elle va me rapporter des cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, on va actualiser ces cash flows maintenant, c'est-à-dire les cash flows, c'est-à-dire le surplus de trésorerie qu'elle va me rapporter, l'argent qu'elle va me rapporter chaque année. Si je suppose que là, ce sont les années à venir. Nous sommes ici, alors il lui reste 3 ans à vivre, et chaque année, elle va me rapporter un cash flow. Cash flow 1, 2, 3, c'est l'argent. Alors je vais voir aujourd'hui que valent ces cash flows-là. Et je vais faire la somme. Alors, on applique la formule cash flow sur 1 plus i à la puissance n. C'est-à-dire ici, cash flow 1 sur 1 plus i. Ici, cash flow 2 sur 1 plus i au carré. Ici, cash flow 3 sur 1 plus i à la puissance 3. Bon, c'est pas très important tout ça. Je fais la somme de tout ça. Plus ici, plus. Et je trouve ce qu'on appelle la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est-à-dire, en fait, ce que va me rapporter cette immobilisation actualisée aujourd'hui. Et la durée d'usage, c'est une estimation de ce qui reste à vivre de l'immobilisation. Parce qu'en comptabilité financière, on fixe N dès le départ. On va dire, par exemple, dès le départ, cette immobilisation, elle va durer 5 ans. Après 2 ans, normalement, il lui reste 3 ans. Mais en comptabilité analytique, on peut dire non, après 2 ans, il lui reste encore 4 ans. Donc, même la durée restante, on peut la modifier. En tout cas, je reviens à l'exercice. Alors, nous avons une machine que nous avons achetée le 1er janvier 2014 pour 10 000 dinars. Et amortie sur 5 ans. Ça, c'est la fiscalité, c'est la comptabilité financière. Donc ici, dotation aux amortissements de la CF, c'est simple. On l'a acheté 14 000 dinars. On a estimé qu'elle va vivre à 5 ans. On l'a acheté plutôt à 10 000 dinars. On estime qu'elle va vivre à 5 ans. Donc, 2 000 dinars amortissement par an. C'est simple. Alors, en comptabilité analytique, ils ont une autre vision. Tout d'abord, en 2015, c'est-à-dire 1 an après, le chef d'entreprise considère que la valeur d'usage de cette machine, elle est de 14 000. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait en 2015? Il a pris donc les cash flows futurs, il les a actualisés, il a dit, c'est simple, donc ici amortissement économique. Quand je dis amortissement économique, c'est-à-dire c'est l'amortissement de la CAG. Alors, pour lui, en 2015, la valeur d'usage, c'est 14 000, c'est plus 10 000. C'est-à-dire, la valeur des flux, des cash flows futurs, c'est 14 000. Elle vaut 14 000 dinars, cette immobilisation. Alors, sur combien il lui reste d'années avant son amortissement total? Alors, ici, le dirigeant, le comptable, il estime qu'il lui reste encore 5 ans, même s'il y a une année qui passe. Donc, il estime qu'en fin de compte, sa durée de vie est de 6 ans. Déjà, une année est passée, donc il lui reste 5 ans. Donc, 2800 dinars, l'amortissement économique. Donc, vous voyez ici, l'amortissement de la comptabilité financière, il est toujours fixe, c'est 2000 par an, sur 5 ans. Par contre, l'amortissement économique, il change chaque année, parce que chaque année, on va évaluer la valeur d'usage, et chaque année, on va évaluer il lui reste combien d'années jusqu'à son amortissement total. Donc, ça varie, et ça varie, mais chaque année, on va calculer un nouveau amortissement économique. En tout cas, l'amortissement économique, il est différent de l'amortissement fiscal. Et la différence, elle est de 800 dinars. Voilà, donc nous, on va reprendre les 2800. On va reprendre cette charge, qui est l'amortissement, mais avec un montant différent. Et ici, on a un montant supérieur. Voilà. Dernier traitement. Donc, on a vu les charges non incorporables, les charges supplétives, les charges de substitution, et enfin, le coût de structure. Alors, le coût de structure, c'est simple. Donc, dernier traitement, coût de structure.
En fait, le coût de structure, ça concerne les charges fixes, c'est-à-dire le loyer, l'amortissement, etc. Normalement, ces charges fixes sont fixes, c'est-à-dire quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, quel que soit le niveau de la production, ces charges sont fixes, elles ne varient pas. En comptabilité analytique, on va variabiliser ces charges fixes, c'est-à-dire on va les variabiliser. Normalement, on doit tout d'abord déterminer la capacité de production de l'unité de production, de l'usine ou de la machine ou de l'atelier. Alors si par exemple, dans l'exemple, on a déterminé la capacité normale, c'est-à-dire si on utilise notre capacité de production, normalement on doit produire 1000 unités, 10 000 unités par mois. 10 000 unités par mois. Normalement, avec un atelier dont le loyer est de... Alors, combien il a dit ici? On va voir le loyer de l'atelier, c'est 14 000 dinars. Par exemple, le loyer, c'est 14 000 dinars. Normalement, un atelier loué à 14 000 dinars, normalement, avec cet atelier, on produit 10 000 unités par mois. Ça, c'est les charges fixes. Et ça, c'est le niveau d'activité. Ça, c'est les charges fixes. Et ça, c'est le niveau d'activité. Bon. Ici, si tu produis 12 000 unités, normalement, les charges fixes, ça reste 14 000 dinars. Mais en comptabilité analytique, normalement, si tu produis 12 000 unités, c'est qu'il y a une surproduction. C'est-à-dire que tu as utilisé votre atelier, vous avez utilisé votre atelier en plus de sa capacité. Donc, il y a surproduction. Donc, normalement, vous aurez dû louer un loyer d'une plus grande, louer un atelier d'une plus grande superficie. Donc, ici, normalement, vous devez payer un loyer supérieur à 14 000 dinars. Alors, comment ils vont faire? Ils vont augmenter donc le loyer qui est réellement fixe. Et normalement, le loyer, c'est 14 000 dinars. On va supposer que le loyer, c'est supérieur à 14 000 dinars. Parce que normalement, si vous produisez 12 000 unités par mois, normalement, vous devez payer un loyer supérieur à 14 000. C'est-à-dire vous devez louer un atelier d'une superficie plus grande. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour variabiliser les 14 000 et pour les augmenter? Tout simplement, on calcule le alpha, c'est un coefficient d'imputation. Et c'est quoi? C'est l'activité réelle sur l'activité normale, c'est-à-dire on fait 12 000 sur 10 000, on obtient 1,2, c'est le coefficient. Ensuite, on multiplie 1,2 fois 14 000, et ça va nous donner donc 16 800. Donc, normalement, si vous avez produit 12 000 unités par mois, c'est que vous avez dépassé votre capacité. Normalement, vous devez payer un loyer supérieur au loyer fixe que vous êtes en train de payer. Donc, la comptabilité analytique, en fait, elle comptabilise des charges qui auraient dû être normalement supportées, mais pas ceux qui sont supportés réellement. Voilà, c'est la définition des charges en comptabilité analytique. Je répète, les charges prises en compte en comptabilité analytique sont les charges qui auraient dû normalement être supportées par l'entreprise. Par contre, les charges enregistrées en comptabilité financière sont les charges qui sont supportées réellement par l'entreprise. Donc, quand je dis 14 000, c'est la charge fixe qui est supportée réellement par l'entreprise. C'est le loyer qu'on paye réellement. Mais ce qu'on aurait dû normalement payer, c'est 16 800. C'est les 14 000 fois 1,2. Alors, si pas, au contraire, vous avez utilisé, c'est-à-dire votre capacité de production, si normalement vous êtes en sous-production, voilà, sous-exploitation, par exemple, si vous avez produit 8000 unités, c'est que vous n'avez pas utilisé la totalité de votre capacité de production. Normalement, vous aurez dû payer moins de 14 000 comme loyer. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le alpha,
c'est-à-dire 8 000 sur 10 000, on obtient 0,8 et on multiplie 0,8 fois les 14 000 et on obtient, alors ici, 12 600. Voilà, donc normalement, si vous produisez plus que la production normale, vous aurez dû normalement payer 16 800 comme loyer. Si vous avez produit moins que la production normale, vous aurez dû normalement payer un loyer de 12 600 qui est inférieur à 14 000. Voilà, ça c'est les charges abonnées, c'est les charges plutôt de structure. Dernier truc, ce sont les charges abonnées. Alors ici, les charges abonnées, c'est simple. On a déjà parlé des charges abonnées, c'est-à-dire ce sont les charges qui concernent l'année ou une période, longue période, plusieurs mois, et on doit diviser cette charge sur le nombre de mois pour obtenir une charge mensuelle. Parce qu'en comptabilité analytique, on est obligé d'enregistrer des charges mensuelles et pas annuelles. L'exemple, c'est quand vous payez l'amortissement, tout d'abord. L'amortissement est une charge annuelle qu'on doit diviser par 12. Quand vous payez le loyer, par exemple, le loyer, ça concerne les 6 mois à venir, par exemple, et ben vous devez le diviser par 12. Si vous payez, par exemple, un loyer semestriel, donc vous devez le diviser par 12. Si vous payez une prime d'assurance qui concerne l'année prochaine, donc j'ai dit que la prime d'assurance, par exemple, quand vous payez une prime d'assurance qui concerne l'année à venir, on doit diviser cette prime d'assurance par 12 pour obtenir la prime d'assurance mensuelle. Alors, c'est un peu ça. Je prends vite fait l'exemple. Alors, nous avons une prime d'assurance payée début janvier d'un montant de 600 dinars concernant l'année. Donc, j'ai payé 600 dinars. Ça concerne toute l'année. Ça concerne 12 mois à venir. Mais moi, j'ai une comptabilité mensuelle d'un seul mois. Donc, quelle est la charge que je vais pas reprendre les 600 tout entier. Je vais reprendre seulement 600 sur 12, c'est-à-dire 150 dinars. Ça, si la comptabilité, elle est mensuelle. Hein. Mais si la comptabilité, elle est trimestrielle, alors, je vais reprendre 600 sur 12 fois 3. Voilà, donc ça, on appelle ça les charges abonnées. Un dernier truc, un dernier traitement. Comme nous avons vu qu'il y a des charges non incorporables, il y a des produits non incorporables. C'est-à-dire, il y a des produits, des gains en comptabilité financière qu'on ne va pas reprendre en comptabilité analytique. Alors, quels sont ces gains, ces produits non incorporables? Alors, produits des activités annexes. Par exemple, si vous avez, par exemple, un immeuble que vous louez à une autre société, si par exemple vous avez un camion avec lequel vous faites le transport pour d'autres sociétés, alors ces gains-là, ce sont des produits des activités annexes, c'est-à-dire une autre activité différente de votre activité principale. C'est de l'argent qui provient d'une autre activité, comme le loyer de votre camion, comme le loyer d'un immeuble que vous possédez, etc. Donc, ces revenus-là, ce sont des revenus qui ne sont pas incorporables, ce sont des revenus non incorporables. Il y a les produits nets sur cession d'immobilisation, on l'a déjà vu, mais on a vu la charge. Alors, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai une immobilisation que j'ai acquise à 100 000 dinars, ça fait 3 ans que je l'ai et elle vit 10 ans. C'est-à-dire, on a fait des amortissements de 30 000 dinars, donc sa valeur comptable nette, elle est de 70 000 dinars. Tout à l'heure, on l'a vendue à 60 000, maintenant on va la vendre à 80 000. Là, vous allez réaliser 10 000 de gain. Ce gain-là, c'est un gain qui est non incorporable. On ne tient pas compte de ce gain-là. Parce que ce n'est pas un gain qui est lié à l'exploitation normale. Même chose pour les produits des activités annexes. Le loyer que je perçois d'un immeuble que je possède. Le transport que j'ai fait pour le compte d'autrui. Tous ces revenus, tous ces produits ne sont pas en relation avec l'exploitation normale de l'entreprise. Les gains extraordinaires aussi.
comme les indemnités perçues, les produits financiers, comme le gain de change. Tout à l'heure, on a vu la perte de change. On peut se trouver dans un cas où le taux de change il va augmenter et donc on gagne. Donc c'est un gain de change. Tous ces gains-là, tous ces produits-là n'ont pas une relation avec l'exploitation normale de l'entreprise. Donc normalement, on ne va prendre en considération que les ventes de l'entreprise. Normalement, c'est ça. Alors, si on reprend et on fait un état de rapprochement entre les charges de la comptabilité financière et les charges de la comptabilité analytique, comment passer des charges de la comptabilité financière aux charges de la comptabilité analytique? Alors, on va reprendre dans un exemple, dans une formule, tous les retraitements à faire. Alors ici, si on cherche les produits de la CAG, c'est quoi? En fait, c'est les produits de la CF moins les produits non incorporables. Si on cherche les charges de la CAG, c'est les charges de la CF, bien sûr mensuelles, moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Voilà, ça c'est les deux formules à apprendre. Alors ici, nous allons donc voir un état de rapprochement entre le résultat de la comptabilité financière et le résultat de la comptabilité analytique. Alors, résultat, pourquoi vers la fin ils sont différents? Pourquoi vers la fin le résultat de la comptabilité analytique, de la comptabilité financière n'est pas la somme des résultats de la comptabilité analytique? Alors, résultat de la comptabilité analytique, c'est quoi? En fait, c'est produit de la comptabilité analytique moins charge de la comptabilité analytique. Je remplace chacune par son expression. Alors, produit CAG, c'est produit CF moins produit non incorporable, moins charge de la CAG, je la remplace par son expression, moins charge CF, ça devient plus charge non incorporable, moins charge supplétive. Alors, produit CF moins charge CF, ça donne résultat CF. Donc, résultat CAG, c'est égal résultat CF, alors moins produit non incorporable plus charge non incorporable moins charge supplétive. Voilà l'état de rapprochement. Ça, c'est le résultat de la CAG. Alors, on peut faire la même chose si on veut partir à partir du résultat de la CF pour retrouver le résultat de la CAG. Ça sera inversé, c'est-à-dire les moins deviennent des plus et les plus deviennent des moins. Voilà, ceci pour le chapitre 2, l'incorporation des charges et des produits en CAG. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions dans l'espace de mon cours, dans la rubrique forum. Vous trouvez donc une rubrique forum, là où vous pouvez poser vos questions concernant ce chapitre et concernant le TD 2 qui se rapporte donc qui concerne donc l'incorporation des charges en CAG. Merci de votre attention.